Bonjour sur cette vidéo. Je vous présente le contenu de ma conférence donnée lors de la petite virée en janvier au Québec. Je fais cette vidéo dans la petite bibliothèque de la ville qui est pas trop loin d'où j'habite. Et on est une semaine après mon départ du Québec. Je commençais ma conférence en donnant deux anecdotes qui avaient eu lieu durant le temps des fêtes en Suède. Et en lien avec le titre que j'ai donné à cette conférence qui est Viskafira. Alors, j'étais dans le temps de Noël avec Ivar et Anna-Lena, qui sont des voisins et amis. Les deux sont retraités. Ivar, il était professeur au secondaire, puis Anna-Lena, bibliothécaire. Puis il possède une grande terre à bois. Et la passion d'Ivar, c'est de travailler dans son bois. Et au moment de prendre sa retraite, il a commencé à avoir mal aux pieds. Alors, on est attablé à un fika. Fika, c'est un petit café qu'on prend avec une brioche ou un sandwich. Puis, je demande des nouvelles du pied d'hiver. Et puis, il me répond ceci. Il me dit en suédois, Jag är ledsen, men jag vill inte prata om det, för det är jul, en viska fira. Et ce que ça veut dire, c'est, Jag är ledsen, c'est je suis triste de ça. Je suis désolée. Mais je ne veux pas en parler parce que c'est Noël et Viscafira, on va fêter. Et sa situation m'a inspirée pour cette présentation, pour cette conférence, parce que l'hiver, il a mal aux pieds, mais il trouve important de fêter. Et puis nous, ben, on a mal. On a mal à savoir tout ce qui se passe dans le monde, toutes ces horreurs qu'on connaît, toute la situation qui va pas bien dans nos pays. Mais fêter, c'est une douce revanche par rapport à ces horreurs. C'est une manifestation qu'on est encore vivant, qu'on est des bons vivants, qu'on tient le coup malgré tout. Je vous raconte une autre anecdote. En Suède encore, c'est avec d'autres voisins. C'est Ingvar et Stig. Ingvar, elle a 81 ans. Puis Stig, il a 89. C'est aussi des voisins, des amis. Et comme Ivar et Anna-Lena, ils possèdent une grande terre à bois, mais à cet âge-là, leur occupation, leur loisir, c'est de regarder la télévision. Et là, je m'arrête pour vous dire que la plupart de mes voisins sont sans doute injectés. C'est qu'Ivar l'a été parce qu'il veut aller voir sa mère. Il était dans un centre pour personnes aînées et c'était les mêmes règles que chez nous, au Canada. Il fallait être injecté pour rentrer. Et sa mère est décédée durant la dite pandémie. Et puis, malgré ça, malgré leur décision, je peux vous dire qu'ils ont un regard très lucide par rapport à la situation. Et je reviens à Ingvar et Stig. Alors, on traverse l'année ensemble. Et même si, comme je vous dis, ils regardent la télé très, très, très souvent, je leur demande qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui se passe dans le monde. Et puis Stig me répond, Jag är inte politisk, för allt är en show. Vad är viktiga är vad vi upplever tillsammans denna kväll. Faut que je pratique un peu mon suédois. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, je suis pas politisée. Allt är en show. C'est tout ça, c'est un spectacle. C'est ce qu'il me dit. Il dit, et on s'entend là-dessus, ce qui est le plus important, là, c'est ce qu'on vit ensemble. Tillsammans. Denna kväll, ce soir. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à faire ces vidéos, à faire ces conférences. Mais avec du recul, je me rends compte que ce que je vise comme objectif, comme but, c'est de sortir de ce show. C'est qu'on s'accompagne tous ensemble, puis qu'on marche, peu importe les décisions qu'on a prises, là où on est rendu, qu'on marche pour sortir de ce grand spectacle. Et aussi qu'on arrête de se diviser.
pour une question de choix, de décision, parce que essentiellement, on a été en contact avec une information différente ou pour toutes sortes pour toutes sortes de raisons. Ce dont je vais vous parler dans cette conférence, c'est d'un petit point qui, je l'espère, va nous aider à sortir du show. C'est d'être conscient de la différence entre le monde des idées et la réalité. Et à la fin, je vais vous parler de liberté intérieure. Pour vous en parler, je vais vous citer deux métaphores que j'ai prises dans un livre qui s'appelle C'est de l'eau de David Foster Wallace. Je vais vous mettre la référence avec la vidéo. Cet auteur, il a écrit un livre qui l'a fait connaître et c'est L'Infinie Comédie. Excusez-moi, je vais tousser de temps en temps. L'Infinie Comédie, ce que ça raconte, c'est une superpuissance formée des États-Unis, du Canada et du Mexique et qui fait en sorte que la société du spectacle a gagné. C'est-à-dire que les habitants ne vivent plus que devant la télé. Ils sont hyper médicamentés, ils consomment beaucoup, beaucoup. Ils vivent dans le culte de l'excellence. Et bon, si on lit le synopsis du livre, on découvre qu'il y a des séparatistes québécois qui luttent contre cette superpuissance. Et cet auteur, ben, il est écrit qu'il s'est suicidé et suite à une dépression. Mais le livre dont je veux vous parler, il est différent. C'est un livre dont le titre est C'est de l'eau et c'est une allocution que cet homme a fait lors d'une remise de diplôme. Et dedans, il y a deux métaphores. Alors, je partage la première. C'est l'histoire de deux poissons qui nagent dans l'océan vaste et libre. Et ils rencontrent un vieux poisson sage qui les salue en leur disant l'eau est bonne. Puis les deux jeunes poissons continuent leur chemin en disant que les vieux sont bien bizarres. Mais plus loin, il y en a un des deux qui demande à l'autre, en fait, qu'est-ce que c'est de l'eau? Et cette question-là est c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est de l'eau quand on baigne dedans? Un peu comme on pourrait se poser la question, qu'est-ce que c'est la réalité quand on baigne dedans? C'est, j'ai déjà parlé de cette analogie de l'aquarium, vous savez, des poissons qui nagent pas dans l'océan, mais dans l'aquarium. Et ça m'a donné l'idée, à partir de cette métaphore de David Foster Wallace, comme si nous étions des poissons nous sommes dans l'océan, dans la réalité, mais on nage avec un aquarium sur la tête. Et cet aquarium est fait du monde des idées, du monde des artifices dont j'ai souvent parlé, mais aussi du monde des idées. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le Fou, dans lequel il y a un personnage qui est un prof d'université. Et quand il a beaucoup d'idées dans la tête, il y a une fumée qui sort de son cerveau. Et il est assez lucide pour constater que cette fumée l'empêche de voir la vraie nature des choses. La vraie nature des choses, c'est la réalité. Et je vous dis ça parce que j'ai été un prof d'université et je suis sans doute encore beaucoup dans le monde des idées, puisque c'est ça que je partage, des idées avec vous, des réflexions. Mais j'ai l'humilité de le reconnaître et de vous dire que j'espère qu'ensemble, on va évoluer et que moi, entre autres, un jour, je n'aurai plus à partager des idées et que je vais être vraiment en contact avec cette réalité, que je vais jardiner, que je vais pelleter l'hiver, que je vais faire des activités avec mes mains, avec mon corps, oui, avec ma tête, mais
dans une forme d'harmonie avec l'environnement. Alors, le monde des idées. Il y avait Chantal, la conjointe de Robert Béliveau, qui disait, le sel ne se dit pas salé, pour parler de cette humilité que certaines personnes ont, qui n'ont pas besoin de parler, qui sont dans l'action, en train d'agir. Ce sont à mon avis, ce sont les personnes qui influencent le plus ce monde. On peut influencer le monde à partir des idées qui peuvent être inspirantes de nos prestations publiques, mais il y a des gens qui interviennent directement dans la réalité, qui font du bien au monde autour d'eux et qui l'influencent à leur façon. Et c'est peut-être vous d'ailleurs. Je continue mes métaphores. Alors, je reviens avec David Wallace Foster, qui donne une autre métaphore. C'est l'histoire de deux gars qui se trouvent aux confins de l'Alaska et qui parlent entre eux. Et il y en a un qui dit, j'ai la preuve que Dieu n'existe pas. Puis il dit ça sur un ton arrogant parce qu'il sait que l'autre croit en Dieu. Alors l'autre, avec le même ton arrogant, dit, ben, vas-y, raconte. Et celui qui ne croit pas en Dieu dit, j'étais dans une tempête terrible, j'allais mourir de froid. Puis là, j'ai dit à Dieu, vas-y, là, c'est l'occasion pour me prouver que tu existes. Sauve-moi. Puis là, le gars avec qui il parle, il lui dit, ben là, attends, je comprends pas, là, tu es vivant, donc c'est la preuve que Dieu existe. Il dit, non, non, non. L'autre qui répond, non, non, non. C'est bien plus parce qu'il y a deux Esquimaux qui se trouvaient là, à l'endroit où j'étais. C'est eux qui m'ont sauvé. C'est pour parler de l'arrogance de ceux qui croient, de ceux qui ont des idées. Et Wallace dit, les croyances, c'est comme une prison, mais on ne sait pas qu'on est prisonnier. Et les croyances ou le monde des idées, ça peut être un très bon serviteur, mais un maître épouvantable. C'est-à-dire qu'on a besoin des idées pour donner un sens à notre vie. Puis en même temps, quand on ne vit que dans le monde des idées, pas en contact avec la réalité, on peut en être prisonnier et on peut, je pense qu'on peut avoir le sentiment d'être dirigé par notre mental, par ces idées qui sont manipulées, qui circulent dans les médias traditionnels ou sociaux, qui se mettent à ne plus être en lien avec les autres, à ne plus être en lien avec la réalité. Alors voilà, il y avait une autre métaphore qui circulait pendant que je préparais cette présentation. Je vous la raconte parce que vous allez peut-être vous y reconnaître. C'est l'histoire d'un âne, d'un tigre, qui discutent ensemble, puis l'âne est aussi méprisant, arrogant. Il dit, l'herbe est bleue, je sais, l'herbe est bleue. Et le tigre, lui, est convaincu que l'herbe est verte. Puis il s'obstine pendant des jours, des semaines, des mois. Et à un moment donné, l'âne a l'idée d'aller devant le lion et de lui demander de trancher. Et ils se présentent tous les deux devant le lion. Et l'âne demande au lion, c'est vrai hein, que l'herbe est bleue? Le lion dit, oui, c'est vrai. Et puis là, il est tout content, l'âne. Puis encore une fois, sur un ton arrogant, il dit, ben, tu vas donner une punition au tigre parce qu'il dit que c'est vert, l'herbe. Fait que le lion regarde le tigre puis lui dit, ben, je te punis et tu vas rester pendant 5 ans en silence. Là, l'âne est tout content de son coup. Fait qu'il s'en va en chantant, l'herbe est bleue, puis en regardant l'âne d'un air qui veut, qui veut dire, je te l'avais dit, hein, j'avais raison. Fait que là, le tigre, j'étudie qui regarde l'âne, en tout cas, l'âne regarde le tigre, et l'âne s'en va, et le tigre reste tout seul avec le lion. Puis là, il s'adresse au lion en lui disant, mais je comprends pas, tu sais que l'herbe est verte, pourquoi tu m'as puni? Fait que le lion lui répond, je t'ai pas puni parce que tu dis que l'herbe est verte, je t'ai puni parce que tu as perdu ton temps, t'as obstiné à argumenter avec l'âne. Et c'est là que je vous dis, peut-être que vous vous reconnaissez parce qu'on a passé ces dernières années beaucoup de temps à argumenter en partageant notre vision du monde à partir de l'information qu'on recevait.
soit des médias traditionnels, soit des médias sociaux. En réalisant après coup que ces deux médias sont financés par les mêmes banquiers et qu'ultimement, la volonté qui est derrière ces idées, c'est de nous diviser. Et pour moi, c'est fondamental de prendre conscience de ça, de nous diviser et d'en arriver à créer ou à aboutir à des guerres, des conflits, comme on a vu en Ukraine quand des cousins se battaient les uns contre les autres, ou au Rwanda, et dans les pays qui sont en guerre en ce moment et qui se battent contre leurs anciens voisins, contre des gens qui n'ont pas les mêmes croyances, les mêmes idées. Ça, c'était mon introduction. Maintenant, je vais m'arrêter sur 3 points pour nous aider à comprendre que le monde des idées est très différent de la réalité, puis qu'on a tout avantage à enlever l'aquarium de sur notre tête. Premier point, les idées, on en a besoin. Du moins, c'est l'idée qu'on en a. Je suis pas certaine qu'on a besoin tant que ça des idées pour survivre sur cette planète. Quand je regarde les animaux et les plantes, je me demande s'ils ont des idées. Si c'est ça la principale chose pour eux. Mais peu importe. Pour nous, les humains, on a besoin des idées pour donner un sens à notre vie et pour interagir avec les autres. C'est pas ça tant le problème que la quantité d'idées. L'épaisseur de notre fumée qui sort de notre tête et qui remplit notre aquarium. La quantité. Alors, Donald Winnicott, qui est un pédiatre, il travaillait auprès de parents qui étaient comme nous, qui voulaient en savoir beaucoup pour être un bon parent. Il s'informait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il creusait, il creusait les sujets et allait au fond des choses. Puis les voyant faire, Donald Winnicott a intervenu en disant, l'important, c'est d'en savoir juste assez, d'être, il disait, good enough parents, des parents juste assez bons, faire en sorte que nos enfants apprennent aussi en partie par eux-mêmes et développent leur confiance. C'est une chose qui est importante à retenir parce qu'on vit justement avec le culte de l'excellence, où il faut en savoir beaucoup. Et ça peut être confrontant pour nous de se contenter d'en savoir juste assez. Pourquoi je dis ça? C'est que si on passe du temps, voyez le temps qu'on passe devant nos écrans ou à lire des textes pour bien comprendre la situation qu'on vit et la réalité, il est possible qu'une partie de ce temps-là soit excessif et qu'on pourrait le passer à être en contact avec la réalité, à l'observer davantage, à réfléchir par soi-même plutôt qu'à prendre les idées qui sont tout mâchées, toutes mâchées. Le deuxième point que je vais aborder, c'est l'échelle d'inférence. Cette échelle d'inférence où chaque barreau représente un niveau d'inférence supérieur. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'une inférence, c'est une idée, c'est une abstraction, c'est une théorie qu'on va développer sur la réalité. Et en science, on est bon là-dedans. Et je prétends qu'on peut faire l'erreur à un moment donné de développer des théories qui sont vraiment très éloignées de la réalité. La science, on le dit souvent, a remplacé la religion comme autorité devant laquelle on est soumis. Et pourtant, on a toutes les raisons du monde de remettre en question ou de poser des questions minimalement par rapport aux dogmes religieux et scientifiques. Surtout lorsqu'on a le sentiment ou l'impression, simplement par l'observation, que la science ou les théories sont éloignées de la réalité qu'on vit. Et ce qui est important à retenir, à mon avis, c'est lorsqu'on reste plus connecté à la réalité, on peut développer une forme d'intelligence qui n'est pas en lien avec notre instruction, les connaissances, les idées qu'on a, ou notre quotient intellectuel, mais qui est une forme d'intelligence naturelle qui est peut-être la plus puissante, qui est l'instinct. C'est quoi l'instinct? C'est lorsqu'on est sur notre X,
Puis l'exemple qu'on prend souvent, c'est le frappeur au baseball qui réussit à faire un coup de circuit. Ce n'est pas un automatisme de réussir à faire un coup de circuit. C'est vraiment une harmonie que l'on vit, à être en contact avec notre environnement, donc avec la réalité, en pleine possession de ses moyens, de ses compétences. C'est la même chose qu'on voit chez les animaux, chez les oiseaux, par exemple, qui se déplacent en se suivant, ou les bancs de poissons. C'est pas de l'automatisme, c'est vraiment de l'instinct. Et ça demande, oui, d'utiliser son cerveau, mais aussi son corps. Et je crois, en grande partie pour ce qui est de l'humain, mais aussi les animaux et les végétaux, de son cœur, de l'aspect émotif pour réagir à l'environnement. Troisième point que je vais aborder, c'est le fait que certaines idées sont chargées émotivement et ferment le dialogue. Je me suis demandé à un moment donné comment il avait réussi à nous enfermer dans cette division, dans cette vision complètement différente des choses. Et j'ai réalisé que c'était assez simple pour eux, parce que ce sont des jardiniers d'idées, et une fois que les idées sont semées, ils se croisent les bras et ils attendent que la population propage ces idées en portant un jugement sur la personne qui ne pense pas pareil comme elle. Et certaines de ces idées sont choisies volontairement pour faire peur. Alors, il y en a des idées qui ont circulé, des mots chargés, comme le mot pandémie, le mot virus, le mot complotiste. Maintenant, ce qui est important pour nous de réaliser, à mon avis, c'est que parfois, quand on était, par exemple, traité de complotiste, à notre tour, on va utiliser des mots qui sont semés par les jardiniers d'idées dans les réseaux sociaux et dans les réseaux traditionnels. On va utiliser des mots qui ferment le dialogue, qui empêchent des personnes de poser des questions basées sur leur bon sens, sur leur observation. Je vous donne un exemple, ça va peut-être vous faire réagir. Alors, j'aimerais, dans le fond, je vous invite à porter attention. Est-ce que vous réagissez lorsque vous entendez le mot terre plate? Ou est-ce que vous avez entendu quelqu'un insulter l'autre de terre platiste? Parce que cette personne se pose des questions. Alors, je vais m'arrêter là parce que pour moi, c'est très important de revenir en arrière puis de réaliser que toutes les idées, les mots qu'on utilise viennent de la culture orale et écrite. Culture orale, c'est celle qu'on entend dans les médias, mais aussi autour de soi. Et culture écrite, c'est celle qu'on retrouve dans les livres. Dans les tout premiers livres qu'on ouvre à l'école, puis dans les livres de sciences qu'on trouve à la bibliothèque, dans les romans. Et on parle d'écriture et de culture orale, mais c'est aussi dans les films. Ces mots-là ne viennent pas de nous, on ne les a pas inventés, ils sont proposés par les jardiniers d'idées. Et les jeunes d'aujourd'hui, ils ouvrent des livres au primaire et ils apprennent qu'ils peuvent choisir leur genre. C'est comme ça qu'ils vont forger leur image de leur existence, de leur personne. Comme nous, on a ouvert nos livres et un jour, on a appris que l'univers était fait d'une telle et telle façon. C'était écrit et ça a été écrit par les hommes de science dans des recherches qui sont subventionnées. Il y avait Kurt Lewin qui disait, Kurt Lewin, en passant, c'est un chercheur qui a fondé la psychologie des relations humaines que j'ai enseigné. Et c'est un Allemand qui a immigré aux États-Unis dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Et les États-Unis lui ont demandé de faire des études pour comprendre, pour savoir comment on pouvait influencer une société, créer un changement social. Et il a découvert que c'est à travers les groupes d'appartenance que c'était plus facile à faire. Puis un groupe d'appartenance, ça peut être la population mondiale, mais ça peut être un petit groupe aussi. Un petit groupe par exemple, de médecins, de psychologues, de sociologues, de juges, de politiciens, un groupe d'appartenance
d'un pays, par exemple. Alors, dans tous les groupes d'appartenance, il y a une fonction qui est d'influencer l'autre à partir de ses dires et de ses jugements. Pourquoi je dis ça? C'est que je nous invite à être conscients, alertes, vigilants par rapport au jugement qu'on peut poser sur une personne qui se pose une question. Par exemple, sur l'univers, comment il est fait sur la Terre, entre autres, comme d'autres questions sur tous les thèmes qui circulent de ce temps-ci. Thèmes sur lesquels je ne reviens pas, simplement en les nommant. Bon, on a parlé de pandémie, changement climatique, identité numérique, c'est des contenus. Mais pour moi, c'est des contenus comme des chapitres de livres. Et le livre continue et les chapitres vont changer. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est voir comment procède chacun des chapitres. Et comme je vous le dis, c'est assez simple. C'est en propageant des idées et en comptant sur la population et les groupes d'appartenance pour semer des jugements à l'égard de ceux qui posent des questions. J'avance dans ma présentation. Je pourrais continuer à vous en parler longtemps du monde des idées, mais je serais incohérente si je faisais ça. Je, j'ai reçu, je reçois plein d'informations, puis je suis au courant de plein de choses, c'est sûr. Mais il y a entre autres une entrevue que j'ai reçue il n'y a pas si longtemps. C'est un chercheur qui allait parler de la conscience en l'expliquant, comme j'essaie de vous expliquer certains phénomènes. Mais il a fait une remarque très intéressante. Il disait, quand on veut montrer à un enfant ce que c'est un chat, on ne va pas y expliquer avec des mots, des idées, on va le pointer, on va pointer un chat, on va lui montrer. Si on veut lui montrer la couleur rouge, on n'expliquera pas ce que c'est. On va montrer ce que c'est. On va lui permettre de faire l'expérience de cette couleur. Si c'est, bon, qu'est-ce que ça goûte une pomme? On va lui offrir une pomme. Faire l'expérience. Et quand je dis je serais incohérente, si je continuais simplement à vous parler de la réalité et de la différence avec le monde des idées, je serais incohérente parce que je continuerai à l'expliquer. Alors que, comme je le disais dans une conférence que je donnais en France, si on voulait vraiment savoir ce que c'est l'âme, par exemple, ben, je nous inviterais à cesser de parler, rester en silence, puis pourquoi pas aller jardiner ensemble, faire quelque chose ensemble, d'âme à âme. Et ce serait la même chose pour la réalité. Je nous dirais, arrêtons cette vidéo, allons dehors, regardons un arbre, ressentons sa présence, soyons ensemble, fêtons ensemble, dansons ensemble, faisons l'expérience de notre existence plutôt qu'essayer de l'expliquer. Alors, je termine en parlant de cette liberté intérieure, qui est, oui, de poser les questions qu'on veut sans s'auto-censurer, en évitant de se juger mutuellement, tout simplement parce que ce sont des idées qui confrontent la réalité qu'on observe. Et on a envie d'évoluer, de mieux comprendre, mais de comprendre à partir de soi. Vous savez, on était tellement déçus par tous les domaines, y compris le domaine de la science, qu'on peut bien revenir vers soi et essayer de découvrir par soi-même ce qu'est la réalité. Alors, la liberté intérieure, c'est de s'autoriser à faire ça. C'est aussi de réaliser que si, par exemple, on me demandait à quoi je tiens le plus, à l'idée que je vous partage ou à l'air que je respire pendant que je vous la partage. Bien sûr que c'est l'air que je respire. Et si on était deux personnes à ne pas concevoir les choses de la même façon, qu'est-ce qui serait le plus important? Les idées qu'on a, les perceptions qu'on a ou l'air qu'on respire, la même air qu'on respire. Et dans ce sens, quand on s'intéresse à la réalité, il y a plus de choses qui nous ressemblent que de différentes. Les choses les plus importantes, on les partage. Je,
je pense à l'air. Je vais m'arrêter là-dessus. Quand je pense à l'air, je pense aux oiseaux. Je vous raconte une petite anecdote. J'ai écrit un livre qui va être publié là, probablement dans la prochaine année sur l'amour. Parce que dans le temps où j'étais thérapeute de couple, je me questionnais sur le modèle de couple. Parce qu'il y a beaucoup d'échecs. Il y a 70% d'échecs chez les couples qui sont recomposés. Alors, je me disais, le couple, c'est un modèle culturel. C'est du même ordre que les idées qu'on a apprises. Alors, j'ai voulu confronter cette idée-là et je me suis demandé si les animaux vivaient en couple. Et puis, les animaux ne vivent pas en couple pour la plupart, sauf les oiseaux et puis quelques espèces animales. En général, ne vivent pas en couple. Mais les oiseaux, les oiseaux vivent en couple, puis ça me confrontait parce que je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose de naturel dans le fait de vivre en couple. Mais après réflexion, j'ai réalisé que les oiseaux ont des conditions très différentes d'un couple qui vit dans une maison fermée parce qu'ils ont le ciel à eux. Et d'ailleurs, quand je faisais de la thérapie de couple, je, je donnais comme truc à des conjoints qui se disputaient de prendre de l'air, d'aller prendre de l'air, d'arrêter. Quand on est très émotif, ça vaut la peine d'aller dehors, concrètement, d'aller prendre de l'air, de changer de pièce pour laisser l'émotion descendre un peu, puis revenir en pleine possession de ses moyens. Alors, l'air, pour moi, était intéressant sur le plan réaliste et sur le plan symbolique aussi. Puis je reviens aux oiseaux. Je me demandais dernièrement quel est le sens de la vie. Et encore une fois, je regardais les oiseaux, puis je me disais, c'est quoi le sens de la vie d'un oiseau? Il se lève le matin, quand le soleil se lève, il chante, il se nourrit, il s'amuse. Au printemps, il fait son nid. Puis quand le soleil se couche, ben, lui aussi va se coucher. Puis je réalisais que la vie est très simple pour un oiseau et que le sens de cette vie, c'est de vivre. Et c'est la même chose pour un arbre. C'est quoi le sens de sa vie? Il prend, il se nourrit, et il donne. Le sens de sa vie, c'est de vivre et de donner. Et le soleil, le sens de sa vie, c'est de donner. Moi, je dis ça, c'est que je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi en ce moment, c'est qu'on s'est compliqué la vie, les humains. On a prôné l'idée que vivre, s'épanouir, c'était plus important que la survie. Mais on a peut-être oublié de bien survivre, c'est-à-dire de bien se nourrir et de donner. L'époque de la cueillette ressemblait un peu plus à une vie naturelle plutôt qu'artificielle, où on prenait de l'abondance des ressources de la terre. Et puis à notre tour, on donnait en utilisant nos mains, notre corps, éventuellement aussi, lorsqu'on mourait, on pouvait servir aussi aux prédateurs. Donc, le sens de notre vie, le sens de la vie, la liberté intérieure. Je vais terminer en citant David Foster Wallace, dont je parlais tantôt, qui se pose la même question que moi. Qu'est-ce que la vraie liberté? Cette liberté à laquelle on tient tant. Et ça rejoint ce que je vous disais juste à l'instant. Il dit la liberté, c'est de donner encore et encore, d'un milliard de manières, de petites manières sans éclat, tous les jours. Puis un petit peu plus loin, alors qu'est-ce qu'il dit donner? La liberté, c'est de donner. Je répète, là, encore et encore, d'un milliard de manières, de petites manières sans éclat, à tous les jours. Donner. Le sens de notre vie serait de donner. Et il continue un petit peu plus loin en disant, il parle de lucidité,
en étant lucide de ce qui est si vrai et essentiel. C'est bien caché tout en étant partout sous nos yeux. Cette réalité si vraie et essentielle, qui est si bien cachée parce qu'on ne la regarde pas, on ne la remarque pas, on est dans le monde des idées, dans notre aquarium. Donc, on doit sans cesse se répéter, c'est de l'eau. Voyez, dans ce livre, il parle des poissons qui sont dans la réalité, dans l'eau, et qui doivent se rappeler qu'ils sont dans l'eau. Et qu'est-ce que l'eau? Et c'est la même chose pour nous, c'est-à-dire c'est de l'air. Alors, cette réalité qui est si bien cachée tout en étant partout sous nos yeux, qu'on doit sans cesse se répéter, c'est de l'air qu'on respire qui nous permet de vivre. C'est de l'eau qu'on boit qui nous permet de vivre, de se nourrir. C'est ça la réalité. Et c'est très simple. Et dans cette réalité, on est unis. On n'est pas divisé. On a besoin des mêmes choses pour survivre. Et c'est comme ça que je vais terminer ma présentation. Alors, merci. Et puis, je vous dis ben, à bientôt.